Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et que le confinement n'est pas trop dur. OK? Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement vous accompagner dans l'exploration de l'unité 6 de notre manuel. Le titre, c'est Vivement dimanche. Ça sera la dernière unité en ce qui concerne le contenu de notre matière, ok? Parce que, évidemment, dans le livre, il y a d'autres leçons, mais nous, on ne va que contempler les 6 premières unités didactiques en ce qui concerne le contenu, les, les contenus grammaticaux, le vocabulaire, le lexique et tout ça. Comme je vous ai bien dit il y a quelques semaines, l'examen sera centré sur les contenus des 6 premières unités didactiques de notre manuel et aussi les cahiers d'exercice. Je vous l'avais déjà dit dans une lettre que je vous ai envoyée à travers le campus virtuel, le blog, et donc j'espère que ça c'est clair, comme quoi vous savez exactement ce que vous devez préparer, ou au moins là où vous devez vous centrer. Alors, je vais commencer maintenant avec l'exploration de la leçon 6, vivement dimanche, ok? Et voilà, et on va voir ici, si vous regardez, et nous avons là, bon, la première page, non, c'est une page de présentation de l'unité 6 où il y a des photos, ok, que vous voyez là. Il y a quelques photos. Et si vous contemplez un peu les photos, vous verrez que ce sont des photos, apparemment, elles ont un rapport avec le dimanche. Et la première photo, bon, on voit que c'est une manifestation, ok? Et bon, là, il y a une banderole qui dit le dimanche libre et un vrai salaire. Donc, j'imagine que ça a un rapport avec l'ouverture de magasins le dimanche. Bon, je vous dis ça parce qu'après, il y a ici la vignette d'une bande dessinée et on reparle de l'ouverture des magasins le dimanche. Et voilà, il y a un commentaire de quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on pourrait acheter le dimanche qu'on n'a pas le moyen d'acheter dans une semaine. Bon, alors ça c'est le débat, c'est le sujet à partir duquel on va explorer cette leçon. Si vous regardez aussi, là, vous avez une photo, apparemment, c'est un repas de dimanche en famille. Et après, une autre photo, là, c'est les gens qui se baladent, qui se promènent dans la rue. J'imagine que toujours, c'est en dimanche. Voilà. Si vous passez à la page suivante, là, il y a les titres c'est clair. Et bon, on nous invite à écouter un enregistrement audio et vous devez bon, trouver l'enregistrement, c'est là où il y a les écouteurs numéro 40. Alors c'est à vous de l'écouter et de répondre à ces questions. Alors vous lisez là les consignes de l'activité. C'est le même enregistrement pour l'activité 1 et l'activité 2, qui sont les deux personnes qui parlent, Fabien Brisset, Constantin Jolin. Quel est le problème présenté par Constance? Je dis Constantin, excusez-moi. Parfois, j'ai fait des erreurs d'inattention, hein, parce que je lis, mais je ne fais pas trop attention et je fais des erreurs. Excusez-moi, mais je pense que vous allez me pardonner. Alors, Constance, pas Constantin. Quel est le problème présenté par Constance Jolin et qu'est-ce qui pourrait arriver au petit commerce et quelles sont les conséquences sociales de ce problème? Alors, c'est à vous de goûter 2 ou 3 fois, si vous voulez, l'enregistrement audio et de répondre à ces questions. Une fois que vous l'auriez fait, et vous pouvez vérifier à la partie finale de votre manuel, il y a la transcription du dialogue. OK? Après, bon, c'est pareil pour l'activité 1 et l'activité 2. Et on va passer à l'activité 3. Et là, on nous propose un petit travail des formations des mots par dérivation. OK? Que ce soit, dans ce cas, c'est à partir des substantifs qui désignent les personnes, un employeur, un travailleur, un manifestant, un consommateur. Vous devez trouver le verbe et l'activité qui se correspond et tout en respectant et voilà la dérivation à partir de ce mot. Mais aussi le féminin. Vous avez un employeur et s'il y a le féminin, vous devez l'indiquer. Un travailleur, s'il y a le féminin, et il y a le féminin évidemment. Un manifestant, quel est le féminin?
une manifeste, Dieu ne continue pas, et un consommateur. Alors c'est à vous de trouver, de compléter la grille avec le mot manquant. OK? Après l'activité 4, là, on va nous faire découvrir voilà, une manière d'indiquer des quantités d'une manière approximative. Alors, on prend un exemple. Vous avez un défilé dans les rues aujourd'hui avec plusieurs dizaines de commerçants du centre-ville et l'on supprime des centaines dans le petit commerce. Alors, à partir de ce mot, dizaines, centaines, on nous invite à découvrir l'utilisation de ce mot qui indique, qui signale des quantités. Bon, de toute façon, si vous vérifiez dans la copie que je vous ai postée dans le blog, dans le campus virtuel, et concernant les activités de la semaine, activités complémentaires, et il y a la partie des contenus de grammaire de l'unité 6, et là, je vous parle plus en détail, vous le voyez ici sur la photocopie, je vous parle plus en détail à propos de l'utilisation de ces expressions qui indiquent des quantités. Alors, ce sont ça affecte à quelques nombres, pas tous les nombres, hein, parce qu'on dira, par exemple, pour le numéro 2, 2, on dira une paire, pour 8, une huitaine, pour 10, 10, une dizaine, 6, une demi-douzaine, 12, une douzaine, 15, une quinzaine, 20, une vingtaine, 30, une trentaine, 40, une quarantaine, 50, une cinquantaine, 60, une soixantaine, 100, une centaine et 1000, un millier. Et c'est seulement pour ces nombres-là qu'on va utiliser ces types d'expressions à l'aide du suffixe n et qui sert à signaler une quantité approximative. Bon, pas toujours, parce que si je dis une douzaine, c'est exactement 12. Et si je dis une demi-douzaine, évidemment, c'est 6. Donc, disons que dans la plupart des fois, ce qu'on utilise, ce sont ces expressions pour une quantité approximative, mais il y a des cas où effectivement la quantité est exacte. Il y a aussi un petit débat parmi les grammairiens à propos du verbe qui accompagne cette expression. Est-ce qu'on doit l'écrire au singulier ou au pluriel? Parce que si on dit une centaine, on utilise une au singulier, le verbe qui va après, c'est au singulier. Bon, normalement, le verbe va s'écrire au pluriel parce que ce qui va être considéré, c'est le complément qui complète dizaines ou centaines. Si vous dites une dizaine d'étudiants, une centaine de professeurs, là, c'est au pluriel, professeur, étudiant. Donc, le verbe, on va l'écrire au pluriel. OK? Voilà. De toute façon, je pense que c'est assez facile. Et bon, c'est pas la peine de trop travailler là-dessus. Mais bon, si vous complétez les activités du manuel, ce sera suffisant, je pense. Si vous tournez la page, je vais revenir à notre manuel. Vous tournez la page et là, il y a des activités concernant l'expression de la colère. Donc ici, on va travailler le lexique, le vocabulaire, pour apprendre ou en tout cas pratiquer ce type d'expression. Si vous regardez la partie finale, là où il y a le fond rose, exprimer sa colère et son mécontentement. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça, c'est intolérable, on ne peut pas tolérer ça, c'est scandaleux, c'est lamentable, je trouve ça lamentable, tu exagères. Alors, je vous invite à relire ces expressions, même à les répéter, et même avec bon, une certaine passion, parce que ça montre justement le mécontentement, la colère, et voilà, vous dites ça, hein, ce n'est pas normal, c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça, c'est intolérable, on ne peut pas tolérer ça, c'est scandaleux, c'est lamentable, je trouve ça lamentable, tu exagères. Gardez l'expression et travaillez les activités. Là, il y a des nouveaux audios, des nouveaux enregistrements, 41, 42, et c'est à vous de voilà trouver la bonne réponse à ces questions.
Numéro 5. Écoutez Constance Jolin. Quelles sont les 4 expressions qu'elle utilise pour exprimer son mécontentement? Alors vous avez là la lecture des expressions et c'est à vous de dire, bon, ce sont ces expressions-là. C'est inacceptable, c'est intolérable, ce n'est pas normal, c'est lamentable, je ne suis pas d'accord, tu exagères, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas tolérer ça. L'important, c'est que vous gardiez dans votre tête ces expressions et si jamais vous devez vous en servir, les voilà. OK? C'est pareil pour l'activité 6. Il y a notre enregistrement et là, on vous dit de déterminer dans quel dialogue vous avez trouvé ces expressions et quels étaient les sujets. Après l'activité 7, bon, c'est une activité pour faire un cours avec un camarade, pour parler à deux. Et donc, étant donné notre confinement, bon, vous pouvez tout juste lire la consigne de l'activité. Si jamais vous voulez écrire un dialogue inventé où vous utilisez ces expressions, mais si vous considérez que, bon, que vous avez bien compris le contenu et le contexte, que c'est pas la peine, vous pouvez passer à l'activité suivante. Et là, il y a un autre aspect, un autre contenu de grammaire important. Là, le titre, c'est j'y pense, que quiere decir pienso en eso, lo estoy pensando, lo pienso. Mais attention parce que là, c'est un peu compliqué pour les hispanophones, parce que c'est une structure avec le pronom adverbial i que nous n'avons pas en espagnol. Et donc, si on parle français à travers une certaine traduction de l'espagnol, alors ça va nous donner quelques petits problèmes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est expliquer un petit peu les pronoms en et les pronoms i avec ces valeurs. Et pour cela, je pense que je vais revenir et je ne sais pas si je l'ai par là, excusez-moi, je vais chercher là où je pense que j'ai les tableaux des pronoms. Voilà, je pense que c'est ça, les tableaux des pronoms. Bon, excusez-moi, je vais attendre si c'est ouvert. Voilà. Alors, vous avez là les tableaux des pronoms. Et c'est un, voilà, vous l'avez aussi sur les contenus que vous avez ici. Hein. C'est-à-dire que si vous cliquez par là, vous trouverez les tableaux des pronoms. Et donc, je reviens à ces tableaux-là, excusez-moi, et voilà, vous avez là les tableaux des pronoms. Alors, c'est une photocopie que je vous avais passée en cours il y a, bon, je sais pas, 2 ou 3 ou 4 semaines, même plus de mois, et parce qu'on avait déjà travaillé le pronom, les doubles pronoms. Je pense que c'était l'unité 3. Alors, en principe, tout le monde, au moins les étudiants de mon cours, vous devez avoir la photocopie. En tout cas, maintenant, tout le monde l'aura à travers ces documents. Alors là, je vais passer la photo par là. Vous avez ici bon, l'explication des pronoms d'une manière, je pense que assez simple, mais je ne sais pas parce que peut-être c'est simple pour moi, mais pas pour vous. Et alors, vous avez d'abord les pronoms compléments d'objet direct. Hein, c'est-à-dire, quels sont les pronoms, le petit mot qui remplace un complément d'objet direct. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un complément d'objet direct? C'est un complément, c'est un mot ou groupe de mots, normalement un substantif ou groupe nominal, qui accompagne, voilà, qui accompagne le verbe, ok? C'est un groupe de mots qui accompagne le verbe directement, sans préposition. Par exemple, je mange, le verbe manger, je mange une banane. Alors, une banane, c'est le complément du verbe manger, parce qu'il complète l'information du verbe, ok? Et ce complément se fait sans préposition. Alors, ça, c'est un complément d'objet direct. Okay, je regarde la télévision, ou je lis un livre, ou j'écris une lettre. Alors, toutes ces expressions, un livre, une lettre, la télévision, complètent le verbe, l'information du verbe, sans préposition. Ça, c'est les compléments d'objet direct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et si je remplace ces groupes de mots qui fonctionnent comme complément d'objet direct, je le remplace par un pronom. Alors, bon, vous trouvez les pronoms complément d'objet direct qui sont tout similaires à l'article défini, c'est-à-dire le, la, les. Vous direz le si vous remplacez un complément ou le nom c'est masculin. Vous direz la si c'est vous remplacez un complément ou le nom c'est féminin, et vous direz les si le complément est pluriel, que ce soit masculin ou féminin. Et voilà. Important. Vous dites je mange par exemple
je mange le pain, je mange mon pain ou je mange ce pain. C'est-à-dire, c'est important que vous considériez quels sont les articles qui accompagnent la nature de l'article qui accompagne le nom. Si c'est l'article défini, si c'est l'adjectif possessif ou le démonstratif, c'est-à-dire le pain, mon pain ou ce pain, vous trouvez ce petit mot devant, alors la réponse avec le complément d'objet direct sera le, je le mange. Si c'est féminin, c'est-à-dire vous avez l'article défini la ou ma, le possessif ou cette, alors là, vous direz je la mange, ok? Et si c'est le pluriel, je mange les fruits, ces fruits, mes fruits, etc. Je les mange. Attention, si le verbe commence par voyelle ou H, vous verrez que le là, on va compliquer un petit peu la chose parce que vous devez écrire L apostrophe, comme quoi, quand vous dites je l'aime, si vous n'avez pas la référence, on ne sait pas si le c'est masculin ou féminin. Mais bon, si on parle du pain ou d'une pomme, vous savez que c'est le ou la. Mais attention parce que là, il y a une perte d'information. OK? Voilà, je pense que c'est facile. Complément d'objet direct, le, la, les. Très similaire à l'article défini. Mais attention, parce qu'il y a aussi en. En, le mot en, ça peut fonctionner comme un complément, comme un pronom complément d'objet direct. OK? Et voilà. Dans quel contexte vous direz en? C'est-à-dire, vous avez en ici. Dans quel contexte? Alors, à chaque fois que devant le mot qui fonctionne comme un complément d'objet direct, vous n'avez pas ni le, la, les, ni mon, ma, mes, ton, ta, tes, cet article, c'est-à-dire l'article, l'adjectif possessif, et vous n'avez non plus le démonstratif, sinon que vous avez autre chose, et normalement ce sont des adjectifs et numéros indéfinis ou définis, ou parfois l'article défini ou partitif. Alors, dans ce contexte-là, où on exprime une quantité définie ou non définie, alors le pronom que vous allez utiliser pour remplacer le complément de direct, ça sera en. Comme quoi, je mange du pain, ou je mange de la viande, ou je mange des biscuits, ou je mange des pommes, ou je mange, je ne sais pas, des oranges. Alors, dans la réponse ou dans l'utilisation du pronom complément d'objet direct, vous direz j'en mange. Hein? Je bois un café, j'en bois un. Important aussi, je mange un pain ou une pomme. Vous indiquez la quantité, 2 ou 3 ou 1 kilo de pommes. Alors là, vous devez répéter la précision de la quantité. J'en mange une, ou j'en mange 2, ou j'en mange 4 kilos. D'accord? Par contre, à la forme négative, vous direz je n'en mange pas. Vous ne répétez pas je ne mange pas 2 ou je ne mange pas 3, sauf si vous voulez préciser non, je ne mange pas 2, j'en mange 4. Dans ce cas, si vous voulez préciser, mais sinon, on ne répète pas la quantité. Mais alors, remarquez que l'important, c'est que vous observiez si dans les compléments d'objet direct, ok, il y a, si dans les compléments d'objet direct, le déterminant ou l'adjectif qui accompagne le mot qui fonctionne comme complément d'objet direct exprime une quantité, que ce soit à travers l'article défini, un, une, l'article des au pluriel, l'article partitif, du, de la, des, que ce soit des quantités précises à travers un adjectif numéral des types 1, 2, 3, 4, etc., ou que ce soit aussi à travers des adjectifs indéfinis que vous verrez ici, excusez-moi, adjectifs numéro indéfinis. Par exemple, je mange quelques pains, je mange quelques pommes, je mange plusieurs biscuits. Dans ce cas, vous dites j'en mange, et attention parce qu'on répète après, j'en mange quelques-uns, ou j'en mange quelques-unes, ou j'en mange plusieurs. En tout cas, que ce soit un, une, deux, trois, quatre, 1 kilo ou quelques, on parle tout le temps de quantité. Donc, l'important, c'est que vous gardiez en tête l'expression de la quantité en français demande l'utilisation du pronom en pour le remplacer en tant que complément d'objet direct. Et c'est pareil aussi pour les adverbes de quantité. Remarquez, je mange beaucoup de pain, ou peu de pain, ou assez d'oranges, ou trop d'oranges, beaucoup, mucho, peu, poco, trop, demasiado, assez, bastante.
il y a toujours la préposition de ou de apostrophe si le mot commence par voyelle ou H. Alors, dans ces cas, si vous voulez les remplacer par un pronom complément d'objet direct, vous direz j'en mange et vous répétez j'en mange beaucoup, j'en mange peu, j'en mange assez, j'en mange trop. Comme quoi, vous avez ici la liste des pronoms compléments d'objet direct. Le, la, les, mais attention, en aussi, c'est un pronom qui remplace complément d'objet direct. C'est pas fini la torture, ça continue par là, parce qu'après, vous avez ici le complément d'objet indirect. Qu'est-ce que c'est un objet indirect? C'est un complément du verbe qui se fait à l'aide d'une préposition. S'il y a une préposition, je parle de Pierre, je travaille avec Pierre, alors ce sont des compléments d'objet indirect parce qu'il y a la préposition qui fait la liaison entre le verbe et les compléments. Alors là, il faut retenir le cas de la préposition pour excusez-moi, là. Bon, attendez parce que voilà. Ici, complément d'objet direct. Si c'est la préposition à, attention, il parle ou elle parle ou téléphone ou demande à Pierre, à Marie, à Pierre et à Marie. Alors vous avez un complément d'objet indirect avec la préposition à et qui fait la référence à une personne. OK? Alors, la réponse, si vous voulez répondre à ces questions-là et remplacer les compléments par un pronom, vous direz lui pour le singulier et leur pour le pluriel. Peu importe si c'est masculin ou féminin. C'est la même chose. Alors, je parle ou je téléphone à Pierre, je lui parle. Je parle ou je téléphone à Marie, je lui téléphone, je lui parle. Ou je parle ou je téléphone ou je demande à Pierre et à Marie, je leur demande. Donc, important, lui et leur remplace un complément d'objet indirect qui fait référence à des personnes et qui commence avec la préposition à. D'accord? Voilà, je pense que là, c'est pas compliqué non plus, mais il faut bien le savoir parce que parfois, ça ne correspond pas l'espagnol au français. Attention, en espagnol, parfois, vous dites quiero a María, mais attention, es la quiero. Même si vous dites quiero a María, vous utilisez la préposition a. En français, j'aime Marie. Il n'y a pas de préposition, alors je l'aime. Par contre, hablo a María, en français, je parle à Marie, alors je lui parle. O llamo a María por teléfono, la llamo, la telefoneo, en français, je lui téléphone, parce que c'est téléphoner à quelqu'un. C'est-à-dire que vous devez apprendre et vous devez savoir quel est le régime du verbe, si le verbe demande ou non une préposition. Dans le cas de téléphoner à quelqu'un, par contre, je visite Marie, la visito. En español digamos visito a María, aunque luego digamos la visito. En français, je visite Marie, pas je visite à Marie. Faites attention de ne pas confondre l'espagnol et le français parce que parfois, une mauvaise traduction peut nous trahir au moment de construire la phrase en français. Bon, et maintenant, on va venir à la partie la plus intéressante pour nous en ce moment-là. OK, c'est les pronoms en et les pronoms i. Alors, je commence avec les pronoms i. Les pronoms i que vous trouverez pas mal de fois en français. Et parfois, ça fait un peu bizarre parce que vous ne savez pas d'où ça vient exactement. Qu'est-ce que c'est le i que vous avez par là, le y? Bon, ça vient du latin. Ça vient de ibi, qui signifie allí. Alors, i, c'est un pronom adverbial qui a la valeur de location, des lieux. Et c'est le lieu, l'endroit où vous êtes, ou l'endroit, c'est le lieu où vous êtes, ou l'endroit, le lieu où vous allez. Alors, je suis là, ou je vais là. Donc, i, toujours, remplace un complément des lieux, de référence de lieu, de location, de localisation, ok? Où vous êtes ou bien où vous allez. Par exemple, je suis à Madrid, j'y suis. J'habite à Madrid, j'y habite. J'y habite, d'accord? Ou je vais à Madrid, j'y vais. Je vais à la piscine, j'y vais. Alors, c'est important d'observer que c'est une sorte de complément pronom adverbial parce que à chaque fois que vous utilisez le i, c'est parce que avant vous avez fait référence à un complément des lieux où vous êtes ou un complément des lieux où vous allez. Et si vous le considérez comme ça,
je pense que ça sera plus facile pour vous de comprendre pourquoi on utilise ça en français. Je sais qu'en espagnol, c'est compliqué. Pour un hispanophone, c'est compliqué parce qu'en espagnol, nous n'avons pas exactement cette structure. Et en réalité, nous ne disons rien, nous ne faisons pas la référence. Peut-être l'absence, c'est déjà la manière de le dire en espagnol, mais en français, c'est pas la seule langue. En italien, par exemple, c'est pareil. Alors, en français, il faut utiliser le i et vous allez l'écouter pas mal de fois. Mais par exemple, ça a existé en espagnol. Si vous remarquez, quand vous dites en espagnol soy, voy, doy, vous verrez que ça s'écrit avec y. Alors, à l'origine, c'était le même mot. Doy ahí, estoy ahí, voy ahí. Le problème, c'est qu'en espagnol, y a perdu complètement la signification. C'est délexicalisé. Et donc, nous l'écrivons, quand vous écrivez AI, non? Hay cosas, alors vous l'écrivez H-A-I. Alors, c'est Y, c'est le I du français. C'est le même mot et la même valeur. Le premier, c'est qu'en espagnol, la signification, disons que la partie lexicale s'est perdue. OK? Donc, c'est pas tellement bizarre de voir ces mots en français. Bon, alors, mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Parce que je vous avais dit que c'est l'endroit, et l'adverbe indique le lieu indiquant l'endroit où l'on est ou où l'on va. Par exemple, j'habite à Paris, j'y habite, je vais à Paris, j'y vais. Mais il y a une autre valeur, et ça fait un peu compliqué pour nous les hispanophones, parce que parfois les pronoms i remplacent un complément introduit par la préposition a. Attention, à, mais ce n'est pas les personnes, c'est pas à Pierre ou à Marie, hein. C'est un complément où la signification, ce sont des objets, des notions, mais pas des personnes. Ok? Par exemple, elle s'adapte à sa nouvelle vie. Alors, cette expression-là, à sa nouvelle vie, c'est un complément du verbe, un complément d'objet direct qui commence par à. En français, on dira elle s'y adapte. Elle s'y adapte. Attention, elle s'adapte à ses amis, d'accord? Elle s'adapte à eux. Alors, si les compléments qui commencent par a fait référence à des personnes, on ne peut pas dire elle s'y adapte. Bon, je pense qu'on peut le dire. En fait, ça se dit, mais c'est pas disons, un registre de langue très soigné. Alors, correctement, il faut dire elle s'adapte à eux, ella s'adapte à ellos, ou elle s'adapte à lui, ou elle s'adapte à nous. C'est-à-dire qu'il faut respecter le fait que ce sont des personnes. Mais c'est intéressant de voir ça, ok? Et ça, c'est important parce que parfois vous allez me dire, voilà, je parle à Pierre, je lui parle à Pierre. Et si je dis, je pense à Pierre, je dirais aussi, je lui pense. Alors là, non. Je pense à Pierre, je pense à lui. Et je pense, pourquoi je dis à lui et je ne dis pas je lui pense et on dit je pense à lui? Parce que le verbe penser, dans les compléments, le complément, ça peut faire référence à une personne ou à une chose. Donc, je pense à Pierre, je pense à lui, mais je peux dire je pense à mes vacances, je pense à mon examen. Alors, j'y pense. Si vous pensez à une chose, à une notion, à un objet, j'y pense. Si vous pensez à une personne, je pense à lui, à elle. Mais ne pas confondre la possibilité de faire que le complément fait référence à des personnes ou des choses, parce que dans le cas de je parle à Pierre, là, la référence est exclusivement à une personne. Je parle à Pierre. Évidemment, dans un contexte littéraire où vous accordez une nature humaine à un objet, bon, dans un conte, vous pouvez dire, il a parlé à l'arbre et l'arbre lui a dit. Bon, mais alors là, c'est un contexte littéraire, ok? Mais sinon, il faut faire ces petites distinctions. Et on va revenir à nos moutons avec les pronoms en. Encore une fois, les pronoms en. Alors, je vous avais dit avant que le pronom en, ça peut fonctionner comme un pronom complément d'objet direct, ok? Mais aussi le pronom en, tout comme i, ça fait référence à une valeur adverbiale. C'est un complément des lieux, mais les lieux d'où l'on vient. C'est-à-dire, c'est pas les lieux où l'on va, mais l'endroit d'où l'on vient. Nous venons de là. C'est un peu comme de inde, ¿no? En latín, de inde. Ibi, allí, de inde, de allí. Inde.
Je ne sais pas si on vient directement de Inde, mais ça serait la valeur à l'origine. OK? Alors, il vient de sortir de la banque. Il vient de sortir de la banque. Il vient d'en sortir. Il vient d'en sortir. Viene de allí. Viene de allí. Il vient d'en sortir. OK? Est-ce que tu vas à la piscine? Non, non, j'en viens. Vengo de allí. Est-ce que tu vas à la piscine? Non, non, je ne vais pas à la piscine. J'en viens. ¿Ok? Voilà, vengo de allí. Donc, en lugar de donde uno viene. Siempre hace esa referencia. ¿Ok? Et voilà, encore une fois, le pronom en remplace un complément des locations, des lieux d'où vous venez, mais aussi ça peut remplacer un complément qui commence, qui est introduit par la préposition de. Et là, c'est intéressant parce que, par exemple, vous avez ici, il parle de son travail, il en parle, habla de eso, il parle de son travail. Alors, les compléments de son travail, puisqu'il est introduit par en, vous direz, il en parle. OK? Attention, si la référence c'est des personnes, on ne peut pas faire ça, au moins dans un contexte de langue formelle et correcte. OK? Il parle de Pierre, il parle de lui. Et pas que, pas que. Bon, je vous dis pourquoi je dis pas que. Voilà, parce que, je ne sais pas si je pourrais, attendez. Attendez, j'ai fait quelque chose de bizarre ici. Voilà. Et je vais voir si je peux faire ici, ouvrir un document. Voilà. Voilà. Attention, ça c'est important. Par exemple, tout complément qui commence par la préposition de est susceptible d'être remplacé par en, sauf s'il s'agit de personnes. C'est-à-dire que je parle de mon travail, ok? Je parle de mon travail. Alors, de mon travail, c'est le complément du verbe parler. Il est introduit par la préposition de. Donc, si vous voulez le remplacer par un pronom, j'en parle. OK? Donc, en fait référence à tous les compléments. Mais attention, parce que c'est pas seulement les compléments introduits par de qui fait référence à un verbe. Les compléments qui commencent par de peut être un complément aussi d'un substantif ou d'un adjectif. Par exemple, il est membre de mon club de tennis. OK? Tennis. Alors, vous avez de mon club de tennis, là, c'est les compléments de membre. OK? C'est-à-dire, il est le complément de l'adjectif membre. Ici, c'est le complément du verbe. OK? Et là, c'est le complément, excusez-moi, j'ai dit l'adjectif. Parfois, j'ai fait des erreurs d'inattention. Hein. Alors, il est membre de mon club de tennis, il est membre de mon club de tennis, c'est le complément d'un substantif, d'un nom. Il est membre de mon club de tennis. Alors là, vous pourrez dire aussi parfaitement, il en est membre. ¿Ok? Il en est membre. Es miembro de mi club de tenis, es miembro de eso. Alors là, vous gardez tout le temps la référence avec le club de tennis. OK? Bon, je vais l'écrire comme ça pour ne pas vous tromper avec les couleurs. OK? Alors là, c'est, comme vous voyez, les compléments affectés de mon travail, complément du verbe. Et là, de mon club de tennis, c'est le complément des membres, c'est-à-dire d'un substantif. Et pas que. Et non seulement ça. Et pas que. Parce que vous pouvez dire que les groupes qui commencent par de, le complément, le groupe nominal introduit par de, ça peut appartenir à un groupe nominal qui commence par de, qui complète un adjectif. Par exemple, il est satisfait, satisfait de son travail. OK? Voilà, son travail. Alors, de son travail, encore une fois, vous avez un complément, OK, qui commence par la préposition de. Et dans ce cas, les compléments, c'est le complément d'un adjectif.
c'est pas le complément d'un nom, c'est le complément d'un adjectif. Dans ce cas, satisfait. Está satisfecho, está contento. Alors, il est membre, il est satisfait, il parle, ce sont l'origine de ces compléments, mais après, il faut voir que c'est un verbe, c'est un substantif, et ici, il s'agit d'un adjectif. Et dans tous les cas, on peut dire il en est, on peut dire en, hein, comme élément qui remplace. Il en est satisfait. Voilà, il en est satisfait. Alors là, remarquez comment, ok, ça marche, ce système. Vous avez tout le temps parle de mon travail, membre de mon club, satisfait de. Alors, il y a un verbe, il y a un substantif, il y a un adjectif, et après, le complément commence par la préposition de. Qu'est-ce qui se passe? Que vous pouvez et vous devez remplacer ces compléments par en. Et vous trouverez des phrases du type j'en parle, il en est membre, il en est satisfait. Attention, si vous dites je parle de mon père, oh, il est satisfait de son ami pour dire quelque chose, c'est-à-dire vous faites référence à des personnes, vous direz je parle de lui ou je parle d'elle, oh, il est satisfait de nous, il est satisfait de vous. C'est-à-dire que vous devez respecter la préposition de et les pronoms personnels toniques si vous parlez des personnes. OK? Alors là, c'est intéressant et j'espère que vous l'avez plus ou moins compris. Et voilà, je vous avais donné de toute façon, si vous voyez sur la photocopie des activités de grammaire, vous verrez que je vous ai passé pas mal d'activités pour travailler ici. Hein, les pronoms en i. Alors, vous cliquez là et vous avez la photocopie des pronoms que je vous avais montré avant. Je ne sais pas s'il y a une autre parce que j'ai tant de petites fenêtres ouvertes et je suis un peu perdu. Mais bon, je pense que vous pouvez me suivre sans complication. Alors, et voilà, ok. Tout ça pour ce qui correspond aux pronoms, voilà, pour ce qui correspond et aux explications du pronom en i. De toute façon, je vous avais posté aussi bon, une explication importante, hein. Bon, je pense que je l'ai par là, ok, et que vous l'avez déjà dans le texte, dans les photocopies de grammaire. Et là, vous pouvez tout le temps, ici, ah voilà, il était là, excusez-moi. Voilà, vous l'avez là. Et ce sont des activités que je vous avais proposées il y a 2 ou 3 semaines avant. Alors, vous pouvez les réviser parce que là, c'est une collection assez grande voilà, des structures où vous remplacez en i. Et ça, c'est important. OK? Alors, si vous avez problème, faites les activités. De toute façon, dans les activités de la semaine 3, il y a aussi des vidéos explicatives. Non, ce sont des professeurs qui enseignent sur Internet et je pense qu'ils le font très bien, ils expliquent bien. Alors, si mes explications ne sont pas convaincantes pour vous, allez-y et vérifiez les vidéos sur YouTube. OK? Voilà, je continue maintenant à explorer. Et voilà qu'on va parler de notre aspect, c'est exprimer sa déception. Bon, alors là, il y a une lettre que vous devez lire et vous répondez aux questions de l'activité 12. C'est vrai, c'est faux ou on ne sait pas. Alors la lettre dit, cher voisin, cette année, comme les autres années, la fête des voisins est prévue en France le dernier mardi du mois de mai. Comme les années précédentes, nous regrettons que cette fête ait lieu un mardi et nous sommes heureux de vous inviter à participer à la fête des voisins dans notre immeuble le premier samedi du mois de juin, comme au Québec. Il faut bien évidemment que nous organisions cette fête. Le comité d'organisation se réunira ce dimanche 24 mai à 18h chez Naïma Abaza et vous serez les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à ce comité. Nous avons grand espoir que vous puissiez tous être présents à la fête du 6 juin prochain et nous vous prions de répondre à cette invitation au plus tard le 28 mai. Cordialement, Naïma Abaza et Nathalie Chevet. Alors, c'est à vous de lire, ok? Et la lettre 1 et après répondre à ces questions. C'est vrai, c'est faux ou on ne sait pas. L'intéressant, c'est que ici, il y a des expressions
qui indique la déception. C'est l'activité 14, non? Lisez, indiquez les phrases qui expriment la déception, des déceptions. Je suis content que tu aies pu venir nous voir. C'est dommage que Léonore ne soit pas là. Je suis déçu qu'elle ne veuille pas participer. Je n'ai pas fini mon travail, ça m'angoisse. Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Clément. Il n'y a qu'une vingtaine de personnes. Je ne m'attendais pas à ça. Ma candidature n'a pas été retenue. Je suis déçu. Alors, vous verrez qu'ici, il y a des expressions et des tournures qui signalent la déception. Et vous allez aussi voir la présence d'un temps verbal, parce que ce sont des phrases complexes, et dans la plupart des cas où il y a une proposition principale, un verbe introducteur et après la proposition subordonnée. Et vous verrez que dans la proposition subordonnée, vous trouverez le verbe dans un mode qui n'est pas l'indicatif, mais les subjonctifs. Alors, c'est à vous de, voilà, de vérifier que vous comprenez ça, que vous avez capté la différence des structures, parce qu'on va les travailler plus tard. Alors, ici, on nous donne quelques informations concernant l'expression de la déception. Et normalement, bon, les verbes les plus connus, les structures les plus connues sont celles-là que vous avez là. Alors, je regrette que vous ne puissiez pas venir. Je regrette, lamento. Je regrette, non? Vous connaissez la chanson, non? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà, si vous voulez la chanter, ça vous fera du bien pour la prononciation, pour la lecture. Alors, je regrette que vous ne puissiez pas venir. Lamento que no pueda venir usted, ¿no? C'est dommage qu'il soit absent. Es una pena, es una lástima. C'est dommage, quel dommage, la lástima, la pena, qu'il soit absent. Es una pena que no esté, que no haya venido, que esté ausente. Il est absent, c'est dommage. Voilà, c'est une autre manière d'exprimer la déception et on utilise l'expression à la fin, non? Il est absent, c'est dommage. Dans ce cas, il est absent présent de l'indicatif et après vous terminez avec c'est dommage. Par contre, si vous dites c'est dommage qu'il soit absent, et en ce cas, qu'il soit subjuntivo. ¿Ok? Je suis déçu qu'elle ne comprenne pas. Lamento, me decepciona. Être déçu es estar decepcionado. Un peu comme je regrette. Hein. Le verbe, c'est le verbe décevoir. Un verbe un peu bizarre pour la graphie. Décevoir, decepcionar. Je suis déçu. Attention, c'est cedilla, dessus, estoy decepcionado. Elle ne comprend pas, je suis déçu, ce n'est pas de très bonne qualité, je ne m'attendais pas à ça. Fijaros, esta estructura no me lo esperaba, je ne m'attendais pas à ça, c'est comme un verbe réfléchir, je ne m'attendais pas à ça. Pero fijaros, no me lo esperaba, nosotros decimos no me lo esperaba, este lo, ellos no lo tienen, usan a ça. Je ne m'attendais pas à ça. Non me lo esperaba. O je n'y m'attendais pas. Alors, si vous voulez l'écrire, bon, je ne sais pas si je peux le faire ici. Voilà, je n'y m'attendais pas. Sería nuestro no me lo esperaba. Je n'y m'attendais. Pardon. Je ne m'y attendais pas, excusez-moi. Je ne m'y attendais pas. Sería nuestro no me lo esperaba. No esperaba a eso. Este y que aparece aquí sería asa. Una vez más, lo que vamos a explicar del complemento que empiece por A. Por tanto, je ne m'attendais pas, no me lo esperaba. Je m'y attendais, me lo esperaba. Je ne m'attendais pas, no me lo esperaba. Ok? Je m'y attendais, me lo esperaba. Ou je ne m'attendais pas, no me lo esperaba. Voilà, je continue un peu. Là, et alors, vous avez ces expressions, et on vous invite aussi à associer à l'activité 15 les éléments d'un côté et de l'autre. Je pense que c'est pas compliqué. De toute façon, si ces activités-là, vous voulez les faire et vous avez des doutes, vous voulez des corrections, vous me les passez et j'ajouterai un coup d'œil. Mais en principe, je pense que ça devrait être pas trop difficile pour vous. OK? Et voilà. Dommage qu'elle parte. Dommage qu'elle parte. Qué pena que se va. Qué pena que se marche. Dommage. Dommage es lástima, pena. Atención, dommage nos pide un complemento, empieza por que, o sea, una frase subordinada, pena de que se vaya, y fijaros qu'elle parte, c'est le subjonctif du verbe partir. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que, observez, nous sommes heureux de vous inviter à participer à la fête des voisins. Ici, on utilise de et infinitif, parce que les sujets de nous sommes heureux et de vous inviter
a participar serían las mismas personas. Yo estoy contento de que nosotros os invitamos. ¿Ok? Cuando los sujetos en la principal y en la subordinada es el mismo, utilizamos una transformación de infinitivo. Nous sommes heureux de vous inviter. Nous sommes heureux que nous vous que nous vous invitions a partir. Pero como no vamos a hablar así, puesto que los sujetos son los mismos, usamos infinitivo. Nous sommes heureux de vous inviter. Cuando los sujetos son diferentes, ya hay que decir que es subjuntivo. Nous avons un, excusez-moi, que serían las frases que están abajo. Je suis déçu que messieurs ou le directeur croit que je fasse. Aquí los sujetos son distintos y por tanto tenemos que utilizar una estructura con que. Por tanto, utilizamos una estructura de infinitivo cuando en una frase supuestamente, digamos, una frase subordinada, donde hay una frase principal y una secundaria, son el mismo sujeto. Nous avons grand espoir de vous voir prochainement. D'accord? Tenemos la gran esperanza de que nosotros le volveremos a ver de nuevo. Alors, nous avons grand espoir de vous voir. OK? Alors, vous utilisez de et ce type d'expression avec l'infinitif parce que les sujets, ce sont deux phrases à l'origine qui se présentent ensemble et les sujets de deux phrases est identique. Mais si vous avez deux phrases à l'origine qui se présentent ensemble et les sujets de deux phrases est différent, alors vous devez utiliser cette structure avec que. Et là, vous avez je suis déçu que, les directeurs croient que, elle est très heureuse que, je pense que, on regrette beaucoup que. Et alors là, il y a un petit problème. Parce que vous avez que, et après vous avez la phrase de, et vous voulez la mettre ensemble, la subordonner. Et alors là, vous devez décider qu'est-ce que j'y écris. Alors, qu'est-ce que j'y mets? Le mode indicatif ou le mode subjonctif. Et là, il y a un petit problème. Et là, c'est encore une fois la révision du subjonctif que vous avez ici. OK? Si vous venez à la page suivante, il y a une petite explication du subjonctif et on nous signale que si le verbe introducteur, le verbe de la proposition principale exprime un souhait, une volonté, un jugement ou un doute, hablamos de deseo, voluntad, juicio, duda, c'est-à-dire on parle de situations non réalisées, non objectives, hablamos de cosas que no son objetivas, que no están realizadas y que no dependen de nosotros. Nous parlons d'un sentiment, d'une émotion, de la volonté, c'est un jugement, un doute. Alors là, il faut utiliser les subjonctifs. Et aussi, dans l'utilisation de certains articulateurs, c'est-à-dire de certaines conjonctions de subordination, parfois le subjonctif est obligatoire. Et pas seulement que ça, hein, parce que il y a aussi que si vous parlez de l'action dans la procédure subordonnée est terminée ou elle n'est pas terminée, c'est-à-dire elle est présente ou elle est terminée. Si l'action est présente, elle est heureuse que tu l'aides, está contenta, feliz de que tú le ayudes, pero elle est heureuse que tu l'aies aidé. Está contenta de que tú le hayas ayudado. Et alors là, ce qu'on nous présente, c'est que subjonctif, vous avez les présents et vous avez le passé du subjonctif. OK? Le passé du subjonctif s'utilise quand, dans le contexte de la phrase complexe subordonnée, principale et subordonnée, l'action de la phrase subordonnée se passe avant de l'action de la phrase principale. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, pour ceci, je vous avais passé, il y a pas mal de temps, je pense qu'il y a plus d'un mois, je vous avais passé, attendez que je vérifie un peu ce que je veux vous dire. Ici, je vous avais passé une photocopie en cours. On l'avait lu tranquillement, on l'avait expliqué. Et je pense que là, il y a des explications assez faciles hein, et complètes. Hein. Et donc, bon, je vous invite hein, à y jeter un coup d'œil. Non, là, j'ai scanné la page. Hein, parce que c'était des photocopies, je ne pouvais pas le faire à la maison, alors voilà, j'ai scanné sans plus la page, hein. Alors la qualité n'est pas très bonne. Hein. Et voilà, si vous vous rappelez, on l'avait déjà tout lu en cours. Il y a des explications, je pense que assez faciles de comprendre, et des activités. Et on n'avait pas complètement fini la correction des exercices. Voilà pourquoi je vous ai laissé ici
Je vous ai laissé ici, bon, je veux voir si je peux le voir. Voilà, je vous ai laissé ici la correction. Hein. Si vous venez à la partie des subjonctifs, bon, pour ceux qui trouvent les subjonctifs compliqués, bon, vous pouvez regarder ces vidéos explicatives, hein, parce que c'est assez clair. Et les profs qui l'expliquent le font très bien. Et alors, si vous voulez, vous pouvez le regarder. Ok, il y a aussi des activités incluses dans les informations de la vidéo. Et autrement, ici, je vous avais préparé ces documents que je viens de vous montrer. Vous avez ici les corrigés. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez, que ce soit consulter une chose ou l'autre. Hein. Attendez, parce que j'ai tellement de documents et je ne sais pas où je suis. Alors là, OK, si vous regardez ces parties-là, vous verrez qu'il y a aussi les corrigés. Hein. Si vous les voyez, vous cliquez ici, mais je ne vais pas le faire maintenant, et vous trouverez les mêmes photocopies que j'ai scannées avec le corrigé. Et voilà, et ce sont les contenus de grammaire de la leçon. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous et que vous aurez le temps et l'humour et l'humeur. Je ne sais pas non plus si c'est les deux choses dont on a besoin dans ces jours-là pour travailler. Mais bon, vous jetez un coup d'œil à ces photocopies, vous faites les activités de la page hein, concernant ici les subjonctifs, ok? Je pense que c'est pas compliqué, mais de toute façon, vous y jetez un coup d'œil. Et on va passer à une autre activité, faisons le point. Alors là, bon, c'est une tâche finale. Faisons le point. Vous êtes arrivé à l'unité 6 de l'attitude. Il est temps de faire un petit bilan, d'évaluer vos conditions d'études et en classe, etc. Par groupe, discuter de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît moins, de ce qui vous aide, de ce que vous aimeriez améliorer. Écrivez ensuite une lettre au responsable des cours pour qu'il puisse prendre connaissance de vos commentaires et apporter des modifications. Alors, on vous invite à réagir à propos du contenu du cours, mais bon, c'est pas nécessaire de le faire si vous n'avez pas envie. Là, il y a une révision des contenus de phonétique, hein, mais bon, je sais que vous avez travaillé la phonétique dans le premier semestre, non? Et là, c'est les nasales un, en, on. Alors, si vous voulez les travailler comme révision, et je pense que vous trouverez les corriger à la partie finale. Et maintenant, il y a la partie de lecture. La partie de lecture, des compréhensions écrites. Hein. Et alors, il y a les beaux dimanches. Alors, ça, c'est une lecture qui sera susceptible d'être lue en cours, comme quoi et bon, je vais la lire avec vous, et au cas où vous avez des problèmes pour la prononciation, parce qu'il se peut que ce sera une lecture pour l'épreuve orale. OK? Alors, je vais la lire avec vous. Les beaux dimanches. Le repas du dimanche, les bricoleurs du dimanche, le journal du dimanche, faire la grasse matinée, jouer avec les gosses, se promener en famille. Le dimanche est traditionnellement le jour de repos de nombreuses personnes, des plus jeunes aux plus vieux. Ce jour-là, chacun fait ce qui lui plaît, seul, en famille ou avec des amis. Petit inventaire des occupations dominicales. 1. Mes plus beaux dimanches. Ce dimanche s'annonce bien dès le matin. Bon, je répète parce que j'ai fait mal l'intonation. Ce dimanche s'annonce bien dès le matin. Il y a les cieux bleus, fiers d'être là à l'ouverture des volets, ce soleil que j'aime va briller. Il y a un article qui vient de naître sur un webzine ou à l'ouverture du PC. Il y a quelques gentils messages sur les forums et un doux clin d'œil sur une messagerie. Il y a des enfants qui dorment tard parce que coucher trop tard, vacances oblige. Il y a un petit déjeuner pas loin de midi qui me dispense de cuisiner, pourtant j'aime ça, mais pas le dimanche. Il y a une balade prévue cet après-midi, nous ne sommes pas à une près, on amènera Julie. Il y a ces 462 marches à compter, excusez-moi, je m'en lu le chiffre. Il y a ces 462 marches à compter pour gravir la côte Sainte-Catherine. Il y a ce spectacle grandiose, superbe, géant, fantastique, une fois arrivé en haut. Toute ma ville dans toute sa beauté, sa flèche dominant les plus belles boucles de la Seine sous nos yeux émerveillés, et puis en cherchant bien, il y a notre habitation au milieu du versant est. Et puis, il y a les rires des enfants quand les pique-niques emportés sera dévoré.
Il y a eu Julie qui, avant de repartir, s'est installée au piano pour nous interpréter sublimement mes morceaux préférés d'Amélie Poulain. Il y a le vent, les oiseaux, les silences, quand chacune occupée dans son coin m'autorise à me plonger dans mon livre, l'écriture ou la vie. Et puis, il y a eu le soir, la nuit. Comment finir ces beaux dimanches? Eh bien, par un superbe feu d'artifice sur la scène pour les plus grands bonheurs des filles. Et tout simplement, merci la vie pour ces beaux dimanches. À toi, Olivia. Bon, excusez-moi, j'ai fait des erreurs dans la lecture, mais c'est parce que je suis en train de lire directement sur l'écran de l'ordinateur. Et bon, le manuel, c'est une copie scannée de pas très bonne qualité. Mais bon, je pense qu'en gros, vous pouvez trouver la bonne prononciation des mots et j'espère que ça pourra vous aider. Mais idéalement, j'aurais dû le relire encore une fois avec plus d'intention. Excusez-moi, ok? Bon, et voilà. Et on va terminer par là, des activités, les Français le dimanche. Question, les dimanches, que faites-vous le plus souvent? Alors là, je retrouve la famille, je rencontre des amis, je me promène, je regarde la télévision, je flâne chez moi. Flâner es como callejear sin rumbo fijo. Je flâne chez moi, je m'occupe de mes enfants, je jardine, je bricole, je lis, j'écoute de la musique, je dors, je fais la sieste, je cuisine, je mange bien, je vais au restaurant, je fais du sport, je range, je fais la vaisselle, le ménage, je surfe sur Internet, je vais à mon travail où je travaille chez moi, je vais au cinéma, je vais au marché, je fais des courses, je prends le temps de prier. Autres activités, je fais les brocantes, je chasse, je pêche, je vais au stade. Faire les brocantes, es irse a los mercadillos, les brocantes. Alors bon, ce sont des activités de, je pense que c'est des Français. Mais bon, l'intéressant, c'est le vocabulaire, les structures et bon, tous les nombres, les nombres d'activités que vous pouvez faire un dimanche. Alors, c'est à vous de vérifier si vous faites les mêmes choses ou il y a des choses que vous ne faites jamais. Il y a l'activité 23, écoutez et répondez. Donc là, c'est encore une activité de compréhension audio. Vous avez la transcription à la fin de votre livre. Alors, c'est à vous d'écouter et de répondre à ces questions. Et pour terminer, il y a là cette partie à vous. Là, ces petites rubriques, hein, vous la trouverez à la fin de toutes les unités didactiques. La rubrique et vous. Et là, on vous pose une question ou plusieurs questions concernant le même sujet. Ici, c'est aimez-vous le dimanche? Le dimanche est-il un jour de repos dans votre pays? Que fait-on dans votre pays pendant le jour de repos? Les magasins sont-ils ouverts 7 jours sur 7? Alors là, on vous propose hein, de préparer euh, une sorte de présentation qui pourrait marcher très bien pour une épreuve orale. OK? Et ça, c'est important. Et je finis avec ça, la présentation de l'unité 6, en vous disant les activités que vous êtes censé faire pour l'épreuve orale. Étant donné que l'examen va se passer d'une manière, disons, non présentielle, hein, à travers des outils télématiques, hein, il y a une chose hein, dans laquelle vous pouvez déjà travailler, et c'est l'épreuve orale. L'épreuve orale, je sais pas encore décidé, mais je pense que ça va être comme ça. Et vous pouvez préparer un enregistrement des lectures d'un des textes qu'on vous a déjà proposé, et je vous avais déjà expliqué dans la lettre que vous trouverez dans le campus virtuel et le blog. Il y a quelques pages de lecture. Parmi ces pages, celle que je viens de lire, on va vous proposer la lecture de ces documents, d'un de ces documents. On va vous proposer la lecture d'un autre document de votre propre, disons, de votre propre choix, ok? Mais il y a aussi un moment où vous devez parler. Et je pense qu'une chose qu'on pourrait préparer, c'est juste à partir de cette rubrique et vous, concernant les sujets des sites unités didactiques, celle que vous aimez le plus, vous préparez un petit exposé oral
où vous devez parler pendant, bon, je ne sais pas, je parlais comme ça, sans le savoir exactement, pendant 2 ou 3 minutes, vous devez parler de ce sujet-là. Mais attention, parce que là, idéalement, vous devez le faire en vidéo. C'est-à-dire, vous utilisez votre téléphone portable et vous faites un enregistrement vidéo, un peu comme je fais ici avec vous, où vous parlez pendant 2 minutes ou 3 minutes d'un sujet de votre choix qui pourrait être ces sujets, ces thèmes proposés dans les unités didactiques. L'important, c'est que vous parliez à la caméra, que je vous vois que c'est vous qui parlez et c'est pas un voisin. Excusez-moi pour ces pensées un peu incorrect que j'ai fait, mais puisque c'est un examen via télématique, il faut avoir une certaine rigueur et être sûr que c'est l'étudiant, lui, qui parle et c'est lui qui a préparé ce contenu-là. Bon, de toute façon, cette partie-là de l'enregistrement de l'épreuve orale, on en parlera plus tard. On en parlera. Hablaremos de eso. On parlera plus tard pour vous donner des précisions plus exactes. Mais ça pourrait être une bonne manière de faire l'évaluation orale, la lecture d'un document, mais aussi la présentation, l'exposé via caméra, exposé vidéo pendant 2 ou 3 minutes. Évidemment, vous avez la garantie totale et absolue de que nous, les profs, on va garder totalement vos enregistrements. Là, c'est sûr. OK? Bon, de toute façon, ça, on parlera plus tard. Mais je vous lance déjà l'idée pour que vous y pensiez. Hein? Pour que vous y pensiez. Voilà, para que penséis en ello. Voilà. OK, j'arrête là. Je vous remercie de votre patience, de votre compagnie. J'espère vous avoir aidé avec l'accompagnement que j'ai fait de l'unité 6. Excusez-moi s'il y a des erreurs d'inattention, je sais qu'il y en a beaucoup, mais pensez à ce que je le fais tout d'un seul coup, et donc c'est normal que parfois je me trompe parce que je ne trouve pas la photocopie ou je lis une chose et je suis distrait. Bon, je sais que vous allez comprendre ça. Bonne continuation et bon courage à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!